Donc merci pour l'invitation, merci pour l'introduction. Je vais donc vous parler effectivement de l'effet Casimir. J'ai des transparents en anglais et je parle en français. Voilà, c'est un mix qui doit pouvoir avantager à peu près tout le monde dans la salle. Donc ce que je vais faire, c'est vous parler de l'effet Casimir, comme les organisateurs insistent beaucoup sur le fait que cet séminaire est aussi destiné aux étudiants. Il y aura une partie d'introduction historique, si on veut, et une partie où j'essaierai de bien vous expliquer comment on calcule l'effet Casimir. Évidemment, on ne fera pas tous les calculs, vous imaginez, mais j'essaierai de faire passer les principaux messages sur qu'est-ce qu'on fait quand on calcule l'effet Casimir. Et puis, j'en viendrai à la comparaison entre ces calculs, donc les résultats théoriques qu'on obtient par ces méthodes, et les expériences récentes. Et j'insisterai sur un fait qui peut paraître paradoxal, c'est le fait qu'après des années d'amélioration, à la fois du côté expérimental et du côté théorique, on a encore des problèmes sérieux à résoudre. Donc, bon, vous verrez, ces problèmes peuvent être simplement des problèmes de modélisation insuffisante. Ils pourraient éventuellement être liés à des problèmes fondamentaux. Et c'est pour ça que je vais, au début, insister sur les relations entre l'effet Casimir et les problèmes, disons, cruciaux de la physique fondamentale. Donc, ce travail est fait au laboratoire Kastler-Brossel, dans une équipe dont Astrid Lambrecht, présente dans la salle, est l'élément central, avec donc un certain nombre de personnes dans le groupe, beaucoup de collaborations sur des sujets que vous verrez passer au cours de l'exposé. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous dis aussi qu'il y a un réseau européen, Casimir, supporté par l'ESF. Et bon, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est une source d'information intéressante. Alors j'avais promis une introduction historique, donc je vais commencer à Planck. Et vous savez tous que Planck, en 1900, il écrit la première loi quantique. Donc c'est la loi qui résout le problème qu'on a appelé depuis le problème du corps noir. Donc essentiellement, l'idée c'est que dans le champ électromagnétique, il y a des modes, et que dans chaque mode, il y a une énergie à l'équilibre thermodynamique. Il y a une énergie qui est le produit d'un nombre de photons par h bar oméga, l'énergie d'un photon. Et le nombre de photons, c'est... Alors il faut que je fasse comme ça pour que ça se voit sur l'enregistrement. Voilà, la loi de Planck. C'est pas très pratique, hein. La loi de Planck qui donne le nombre moyen de photons à la fréquence oméga à la température T. Bon, ça, tout le monde le sait. C'est la première loi quantique. C'est un immense succès puisque ça résout un problème fondamental de la physique statistique classique, de la thermodynamique classique. Ce qu'on sait moins, c'est que Planck est très mécontent de sa démonstration. D'autres physiciens comme lui sont assez mécontents de la démonstration. Et il travaille sans arrêt après 1900. Et en 1912, c'est Planck à nouveau qui est le premier à introduire l'énergie de point zéro, pour des raisons qu'il est difficile d'expliquer aujourd'hui, parce qu'effectivement, à l'époque, en 1912, il n'y a pas la théorie quantique. Donc les raisonnements, forcément, sont des raisonnements incomplets. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez cet article dans American Journal of Physics qui explique très très bien les débuts de l'énergie du point zéro dans la théorie quantique du début, la première théorie quantique. Alors l'idée essentielle, c'est que cette énergie des fluctuations thermiques du champ, il faut lui ajouter 1/2 de h bar oméga par mode. Et évidemment, 1/2 de h bar oméga par mode, c'est très surprenant parce que ça ne dépend pas de la température. Donc c'est là à toute température. Et en particulier, ça reste là à la température nulle. Donc c'est ça l'idée de énergie de point zéro. Énergie qui reste à température nulle.
Très vite, cette énergie est intégrée à la physique. Donc là, j'ai écrit juste 2 noms parce qu'à ma connaissance, et bon, j'ai quand même lu beaucoup d'articles sur le sujet, Debye est le premier théoricien à prédire des effets de l'énergie de point zéro. Donc c'est l'effet de mise en mouvement des atomes dans un cristal, même si le cristal est parfait, même si le cristal est à température nulle, il reste des mouvements, et ces mouvements se voient sur les intensités des pics de diffraction. Et Mulliken est le premier à observer expérimentalement et attribuer des effets à l'énergie de point zéro dans des spectres de vibrations moléculaires. Tout ça, donc 1924, avant que la théorie quantique n'arrive sous sa forme mieux établie, et que, bien entendu, ça vous le savez tous aussi, la théorie quantique, donc la mécanique quantique d'abord, la théorie quantique des champs ensuite, viennent confirmer l'existence de ces fluctuations et un grand nombre de leurs effets. Et si on saute encore un pas en avant, après 1960 et l'apparition des lasers, il y a une discipline qu'on appelle dans notre domaine l'optique quantique, qui a étudié de façon systématique et complète les propriétés et les conséquences des fluctuations quantiques du champ électromagnétique, qui se manifestent donc de façon très, très, très variée. Donc on pourrait dire, il n'y a pas de problème, tous les physiciens savent que ces fluctuations sont là et qu'elles ont des effets. Il y a un problème, un gros problème, et ce problème, il a été identifié dès 1916. C'est Nernst, le premier, qui insiste sur le fait que les fluctuations de point zéro, que tout le monde à l'époque a accepté en quelque sorte de considérer pour les oscillateurs matériels, Nernst dit qu'il faut les appliquer aussi au mode du champ électromagnétique, dont on sait très bien à l'époque qu'ils sont en quelque sorte équivalents du point de vue théorique à des modes, à des oscillateurs matériels harmoniques. Donc dès qu'il fait ça, il a évidemment un problème énorme qui est le problème de l'énergie du vide. C'est-à-dire que quand vous prenez cette énergie qui est 1/2 de H bar oméga par mode et que vous l'additionnez sur le nombre considérable, en fait infini si on ne met pas de cutoff, de modes que vous avez dans l'espace, eh bien l'énergie associée, enfin précisément la densité d'énergie moyenne par unité de volume de l'espace vide, donc l'espace vide c'est s'il n'y a plus que ça, on a enlevé tout le reste, il n'y a plus que ça, eh bien cette énergie elle est immensément trop grande par rapport à ce qu'on observe par l'intermédiaire des observations gravitationnelles. Donc ça c'est le problème de l'énergie du vide, il est connu depuis 1916, il est toujours un problème crucial de la physique. Alors quelques chiffres. Donc là je suis très sage, je prends une limite observationnelle qui est tirée des observations dans le système solaire. Donc je dis qu'entre les planètes dans le système solaire il n'y a pas de matière, donc ça fait une espèce de définition du vide. Et si dans ce vide il y avait de l'énergie, on le verrait par le fait que les planètes externes tourneraient de façon un petit peu différente de ce qu'on prévoit en ne mettant pas d'énergie. Donc le fait qu'elles tournent comme elles doivent tourner, conformément aux lois de Kepler, met une contrainte sur l'énergie du vide dans le système solaire. Et on calcule l'énergie du vide en mettant un cutoff aux énergies, disons, dans les accélérateurs, c'est-à-dire les énergies jusqu'où on est sûr aujourd'hui que la théorie des champs quantiques fonctionne correctement. Voilà. Alors si on fait ça, on trouve que l'énergie calculée est 10 puissance 40 fois trop grande par rapport à l'observation. Alors il y a des gens qui sont très fiers qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc il y a des articles où les gens insistent sur le fait que c'est le plus grand désaccord jamais observé entre la théorie et l'expérience. Et c'est pas facile à battre comme record. Donc vous faites la même chose en prenant pour observation l'énergie du vide telle qu'elle est aujourd'hui mesurée dans la cosmologie. Et vous mettez le cutoff à la fréquence de Planck. Donc si vous
vous utilisez les modèles d'unification les plus courants aujourd'hui, ce n'est pas les seuls, et on peut changer ce nombre facilement, mais disons, prenons l'énergie de Planck, là on trouve 10 puissance 120 fois trop grand. Donc c'est un gros problème. Donc cet article ici, je vous le recommande parce qu'il décrit tous ces arguments de façon très précise et minutieuse. Et vous pourrez voir qu'est-ce qui est supposé et qu'est-ce qui n'est pas supposé ici. Alors cette situation, qui est donc connue depuis longtemps, a conduit à ce que pendant la plus grande partie du XXe siècle, les physiciens considèrent que il n'y a pas d'énergie du vide, puisque c'est 10 puissance 120 fois plus petit que ce qu'on calcule. On dit que c'est zéro, ou en tout cas tout petit. Alors il y a une très belle citation ici de Paoli. Je l'aime bien parce que comme souvent avec Paoli, les choses sont claires. Pas forcément habile d'être clair en l'occurrence, mais il est clair. Il dit que c'est donc plus prudent, d'après les connaissances disponibles en physique, de ne pas attribuer l'énergie 1,5 de h bar oméga par mode au champ électromagnétique. Alors il y a deux raisons. Une des raisons, c'est que ce champ ne produit pas d'effet gravitationnel, donc ça c'est vrai, c'est absolument indiscutable et c'est le problème de l'énergie du vide. Il est un tout petit peu imprudent en disant que puisque c'est l'énergie du vide, ça ne peut pas être émis, absorbé, diffusé, et donc ça ne peut pas être contenu dans des murs. Alors ça c'est très imprudent parce que justement l'effet Casimir, c'est ce qui se passe quand vous mettez des murs dans le vide et que le vide se défend. Voilà. Donc, l'effet Casimir, c'est un effet universel qui apparaît quand vous faites du confinement sur les fluctuations du vide. Donc, les fluctuations de vide dont on avait parlé tout à l'heure, c'est dans l'espace vide, il n'y a rien. Maintenant, vous mettez des miroirs dans ce vide. Je dis miroirs parce que c'est des parois qui réfléchissent le champ électromagnétique. Donc, j'appelle ça les miroirs. Et on va avoir un effet, et si les miroirs sont parfaits, cet effet va dépendre uniquement des constantes fondamentales H bar et C et de la géométrie. Alors voilà la formule que trouve Casimir en 1948. Vous avez l'énergie de Casimir, je la montre ici. L'énergie de Casimir qui dépend seulement de H bar C, bien sûr proportionnelle à la surface et inversement proportionnelle au cube de la distance entre les deux miroirs, et la force qui en dérive, qui elle donc étant 1 sur L4. Cette formule idéale de Casimir, comme je l'appellerai par la suite, elle est écrite pour des miroirs qui sont parfaitement plans, parfaitement parallèles, des réflecteurs parfaits et la température nulle. La force est attractive, autrement dit, si on veut présenter ça comme une pression dans la cavité, cette pression est négative. L'ordre de grandeur de la pression, c'est à peu près 1 millipascal à une distance du micron. Donc c'est petit, mais ce n'est pas si petit que ça. Voilà, donc ça c'était la présentation idéale. La force de Casimir dans une situation réelle, c'est évidemment, il y a plein de choses qu'il faut changer. La première chose qu'il faut changer, c'est qu'on utilise des miroirs qui ne sont pas parfaitement réfléchissants. Donc dans toutes les expériences dont je parlerai après, les miroirs sont des miroirs métalliques. Et dans un miroir métallique, les fréquences élevées ne sont pas bien réfléchies, évidemment. Donc, on va voir apparaître des propriétés qui dépendent de la matière qu'on utilise pour faire le miroir, et donc on va perdre l'universalité qui était dans la belle formule qui était avant. Les expériences sont faites à température ordinaire, pas au zéro absolu, donc il faut tenir compte des fluctuations thermiques en plus des fluctuations du vide, et aussi, bien sûr, non. D'abord, les expériences sont faites dans la géométrie du plan et de la sphère pour des raisons qui sont importantes pour les expérimentateurs. Il y a une expérience qui a été tentée avec la géométrie à deux plans, mais elle était extrêmement difficile à faire parce qu'il faut assurer un parallélisme qui est extrêmement difficile à maintenir. Donc les expériences sont faites dans la géométrie du plan et de la sphère. Toutes les expériences précises sont dans cette géométrie. Et puis, les états de surface sont évidemment non idéaux. Donc tous ceux qui sont dans la salle et qui connaissent la physique de la matière condensée imaginent immédiatement qu'on va être embêté par la rugosité des surfaces, la contamination des surfaces
et les effets de patch électrostatique dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, une connexion avec les tests de la gravité. Donc ça, c'est un schéma qui représente l'ensemble des tests de la gravité qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Donc ce qu'on fait habituellement quand on fait ça, c'est qu'on dit, supposons qu'à la force de gravité habituelle se rajoute une force de Yukawa. C'est une paramétrisation générique, c'est la paramétrisation qui correspondrait à l'interaction créée par une nouvelle particule de masse non nulle. La masse déterminerait la portée du potentiel de Yukawa. Et donc ça, c'est un des deux paramètres, le lambda. Et le alpha, c'est l'amplitude de cet effet mesuré par rapport à la gravitation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reporte sur ce diagramme, ici, le diagramme d'exclusion, c'est-à-dire la partie colorée, c'est la partie où les expériences ont exclu une telle force, en fonction de la portée, ici, qui est mesurée en mètres et représentée en échelle logarithmique, et de l'amplitude, telle ici, aussi en coordonnées logarithmiques. Alors ce diagramme, il faut le lire comme ça. Si vous vous mettez à une distance de l'ordre de cette distance, un peu moins que 10 puissance 9 mètres, qui est en gros la distance de la Terre à la Lune, vous avez un test de la gravité qui est extraordinairement bon. Le alpha est plus petit que 10-10, donc c'est très 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 précis. Par contre, ce diagramme, il sert évidemment à montrer que quand vous allez vers des distances plus grandes ou vers des distances plus petites, ben évidemment les expériences sont beaucoup moins bonnes. Donc aux distances plus petites, simplement les expériences sont moins bonnes parce que la gravité devient petit à petit dominée par les autres forces. Et aux distances plus grandes, ben vous sortez du système solaire, vous n'avez plus tellement d'informations expérimentales disponibles. Vous avez bien sûr tout un tas d'autres observations disponibles. Mais du point de vue expérimental, toutes les informations ici sont des informations expérimentales. Vous voyez que vous avez des fenêtres ouvertes pour des violations de la loi de la gravité à des tailles très grandes ou à des échelles inférieures au millimètre. Une autre chose que je dois dire ici, on représente de façon générique avec un Yukawa juste pour mettre toutes les informations sur le même diagramme. Mais bien sûr, les modèles d'unification prévoient des modifications qui ne sont pas toutes Yukawa, et en particulier, ça va avoir une importance dans la suite, certains modèles d'unification populaires aujourd'hui prévoient des lois de puissance pour les nouvelles forces. Bien sûr, on peut faire ces diagrammes pour les lois de puissance aussi, mais bon, on a l'habitude de les faire pour des Yukawa. Ici, c'est toutes les informations dont nous disposons aux échelles submillimétriques. Donc on part ici d'1 millimètre et on va vers des échelles de plus en plus petites en distance. Et voilà, ici, vous avez les informations qui viennent des tests de gravité à courte distance. Donc c'est des pendules de torsion à courte distance. Et ça vous dit en particulier que alpha est plus petit que 1 pour tous les lambdas plus grands que quelques dizaines de microns. Et ensuite, ça diminue, la précision qu'on a sur cette contrainte est de moins en moins bonne quand on va vers des échelles de plus en plus petites parce que la force de gravité devient de plus en plus dominée par les autres forces. Les diagrammes en bleu, ici, c'est en fait les mesures sur les expériences de Casimir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare le résultat de l'expérience à la théorie, et la différence, on l'interprète comme une nouvelle force. Donc, les expériences de Casimir sont directement reliées aux tests de gravité de cette façon-là, et vous allez voir, ça va jouer une importance dans la suite aussi. À plus courte distance, on a d'autres informations qui viennent essentiellement de la physique des neutrons. Donc là, maintenant, je rentre dans l'exercice délicat d'essayer d'expliquer comment on calcule la force de Casimir entre des miroirs réels. Donc c'est ce qu'on appelle des méthodes de diffusion. Et le cas le plus simple à comprendre, et c'est celui-là que je vais utiliser pour cet exposé, c'est on fait de la théorie des champs quantiques avec une seule dimension d'espace, donc 2 dimensions d'espace-temps. On a donc seulement
des champs quantiques qui vont vers la gauche et vers la droite. Et les miroirs, c'est des diffuseurs ponctuels, évidemment, dans ce modèle. Et un miroir, ce qu'il fait, c'est qu'il couple les champs qui vont vers la gauche et les champs qui vont vers la droite. Et ce couplage est décrit par une matrice S, qui est donc la matrice qui couple les champs, qui donne les champs qui sortent du miroir en fonction des champs qui entrent dans le miroir. Et cette matrice S, elle est décrite en fonction d'amplitude de transmission, d'amplitude de réflexion et de facteurs de phase qui dépendent de la position du miroir. Quand on met deux miroirs, on obtient ce qu'on appelle en optique un Fabry-Perot et on fait le calcul du Fabry-Perot comme on le fait en optique classique. Donc on met les deux miroirs, la propagation entre les deux, on fait le calcul, on trouve une grosse matrice S maintenant. La formule est immense, donc on ne va pas refaire le calcul. C'est juste pour vous dire qu'évidemment on sait calculer ça, c'est la formule du Fabry-Perot. La chose qui est importante ici, c'est qu'il y a un dénominateur qui apparaît dans cette formule, qui décrit évidemment les résonances de la cavité formée par les deux miroirs, dont l'expression est très simple, c'est ce qui est écrit ici. Le dénominateur, c'est 1 moins R, où R est le produit des amplitudes de réflexion sur les deux miroirs, R1 et R2, et puis le facteur de phase correspondant aux allers-retours. Donc ça, évidemment, les zéros de ça, c'est les résonances de la cavité de Fabry-Perot. Et il y a une propriété importante qui permet de faire tout ce qu'on fait avec cette méthode, c'est que le déterminant de la grande matrice S, quand il y a les deux miroirs, c'est le produit du déterminant de la matrice S pour un miroir, le premier, puis l'autre, le 2, puis un facteur qui est une simple phase, une pure phase, dont l'expression est ici, qui ne dépend que du dénominateur. Donc ça, c'est une propriété qui permet de calculer Casimir uniquement avec les propriétés spectrales, les modes de la cavité. Voilà, donc bon, je ne vais peut-être pas expliquer dans le détail, vous prenez une grande boîte, vous avez l'habitude de faire ça, vous prenez une grande boîte, vous regardez comment les modes que vous auriez s'il n'y avait rien dans la boîte sont modifiés quand vous mettez cette cavité dans la boîte. Donc ça se traduit par des déphasages, donc les phase shift en anglais. Et la somme de tous ces déphasages, qui représentent en fait les variations, les déplacements des modes, de tous les modes du champ, la somme de tous ces modes, c'est l'énergie d'interaction. Et à cause de la formule que j'ai écrite avant, l'énergie d'interaction, c'est la somme de l'énergie liée au fait qu'on met l'objet 1 dans le vide, plus l'énergie liée au fait qu'on met l'objet 2 dans le vide, plus un terme, qui est ce qui reste, qui lui dépend de la distance, alors que les deux premiers ne dépendent pas de la distance, et qui est simplement l'intégrale sur les modes de ce déphasage delta, qui à nouveau est le log du rapport de D sur le conjugué de D. Voilà, cette formule-là, elle est en fait générale, elle est valable pour toutes les situations, pour toutes les amplitudes de réflexion. Elle n'a pas besoin d'être régularisée, elle est régulière sans avoir besoin de rajouter de cutoff. Et bon, on peut la généraliser pour décrire toutes les situations qu'on rencontre dans la physique. Alors, ah oui, j'allais oublier ça. Cette formule correspond aussi à une interprétation très simple, qui est ce qu'on appelle l'interprétation en termes de pression de radiation. À partir de l'énergie qu'on avait, on calcule la force. Donc ça, c'est simplement la dérivée par rapport à la taille de la cavité. Et on trouve une formule très très simple, qui est intégrale d oméga h bar oméga. Donc h bar oméga, c'est l'énergie dans les fluctuations du vide. 2 fois 1/2 de h bar oméga, parce qu'il y a deux modes à la même fréquence, chacun avec 1/2 de h bar oméga. G moins 1, et G, c'est la fonction que vous voyez dessinée ici, qui représente les résonances du Fabry-Perot. Donc quand vous êtes sur un pic ici, vous êtes sur une résonance de la cavité. Donc pour une certaine énergie à l'extérieur, vous avez une énergie beaucoup plus grande à l'intérieur de la cavité. Quand vous êtes entre les modes, vous avez moins d'énergie dans la cavité que hors de la cavité.
C'est ça que représente le facteur G-1. Il représente le fait que vous n'avez pas la même pression à l'extérieur et à l'intérieur de la cavité. Et la force de Casimir, à la fin, c'est la somme sur tous les modes du champ de cet effet de pression de radiation du vide, le vide n'étant pas le même à l'extérieur et à l'intérieur. Si on va aux températures finies, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on rajoute les fluctuations thermiques, la loi de Planck de 1900. Donc ça veut dire que dans chaque mode, on a un nombre équivalent 1,5 plus le nombre de Planck, ce qui donne cette formule ici. Et à nouveau, la force, c'est la somme sur tous les modes de la pression de radiation, où maintenant on a à la fois la pression de radiation thermique et la pression de radiation du vide. Bon, un dernier effort, encore une fois, c'est juste pour vous montrer les différentes étapes. Il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin, c'est promis. À la fin, on utilise les propriétés de causalité des amplitudes de réflexion. Donc on passe sur les fréquences imaginaires en utilisant ces propriétés de causalité et on obtient une formule qui est appelée formule de Matsubara. Bon, les gens qui connaissent, ils comprennent. Les gens qui ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, c'est normal. L'idée, c'est juste qu'on a une formule qui permet de calculer l'énergie libre de Casimir. Ensuite, en dérivant l'énergie libre de Casimir par rapport à la distance, la force, ou si on veut, en dérivant par rapport à la température, l'entropie. Et cette formule est valable pour n'importe quel couple de miroirs qu'on a mis dans le vide. Si on est dans l'espace à 3 dimensions, ce qui sera le cas pour toutes les expériences évidemment, eh bien il faut rajouter il faut compter l'ensemble des modes. Donc il faut rajouter les angles d'incidence, il faut rajouter les deux polarisations du champ électromagnétique. Bon, ça fait des formules qui deviennent relativement abominables, mais c'est la même idée, c'est exactement la même idée. Donc je vous ai dit, quand on connaît les amplitudes de réflexion, on connaît la force. Maintenant, il faut fixer ces amplitudes de réflexion. La formule qui est utilisée par presque tout le monde, c'est ce qu'on appelle la formule de Lifshitz. Donc ça spécifie ce qu'on a dit avant, en disant les miroirs, c'est des miroirs qui sont décrits par une fonction diélectrique linéaire, locale, comme vous avez l'habitude de faire en optique. Et vous utilisez les lois de Fresnel pour la réflexion. Donc vous faites des choses très simples en optique. À ce moment-là, on démontre qu'on retrouve la formule de Casimir idéale dans le cas où on doit la retrouver, c'est-à-dire si les miroirs deviennent parfaits et la température devient nulle. Mais en général, on a une formule évidemment beaucoup plus générale, puisqu'on peut décrire des miroirs beaucoup plus variés. Et on peut même en fait décrire des miroirs qui ne seraient pas décrits par des constantes diélectriques. Il peut se passer des tas de choses dans un métal en particulier qui fassent que la description par un diélectrique n'est pas une description complète. Dans ce cas-là, on aura encore des amplitudes de réflexion, même si on n'aura plus une fonction diélectrique simple à disposition. Maintenant, il faut fixer les fonctions diélectriques. Donc, on fait ça habituellement en séparant. Donc là, c'est de la matière, l'optique de la matière condensée. On sépare les transitions interbandes dans un métal, par exemple, qui vont être décrites par les propriétés optiques tabulées dans les livres. Par exemple, l'or, qu'on va utiliser dans presque toutes les expériences. Et puis, une partie électron de conduction qui va faire que les miroirs métalliques sont de très très bons réflecteurs à basse fréquence. Et évidemment, les électrons de conduction, leur contribution à la fonction diélectrique est directement reliée à la conductivité électrique, sigma. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle de Drude en physique de la matière condensée, avec deux paramètres. Un qui décrit en gros la densité électronique des électrons de conduction, et l'autre qui décrit, donc ça c'est oméga P, et l'autre c'est gamma, il décrit la relaxation de ces mêmes
de ces mêmes électrons de conduction. Et donc j'insiste beaucoup là-dessus, ça paraît trivial, mais vous allez voir pourquoi. Il y a évidemment une relation entre la conductivité statique, sigma 0, la fréquence plasma et le paramètre de relaxation de Drude, évidemment. Et là, on a un problème sérieux, c'est que certaines des expériences dont je vais vous parler semblent être en meilleur accord avec les calculs faits avec gamma égale 0, ce qu'on appelle habituellement le modèle plasma sans dissipation, plutôt qu'avec le modèle de Drude qui est évidemment dissipatif. Et ça, je vais vous montrer les résultats des expériences. Ce n'est pas des énormes désaccords, mais c'est quand même un problème sérieux. Bon, là, c'est quelques... je ne sais pas si je vais dire tout ça. Si on prend le modèle plasma à température nulle, donc on tient compte du fait que les miroirs n'ont pas une réflexion parfaite, mais on reste à température nulle. Et on représente la pression qu'on calcule pour Casimir divisée par la formule idéale de Casimir, qu'on a vu tout à l'heure. On a ça. Donc ça nous dit qu'à grande distance, on retrouve les miroirs parfaits. Ça, c'est facile à comprendre. À grande distance, on est sensible aux petites fréquences, et aux petites fréquences, un miroir métallique est un très bon conducteur, donc c'est normal qu'on retrouve les miroirs, la limite des miroirs parfaits. À courte distance, on teste des fréquences élevées où le miroir n'est plus un bon réflecteur, donc on a une pression de Casimir qui est plus petite que dans la formule idéale de Casimir. Je continue à compliquer, je rajoute la température maintenant. Donc là, on a deux effets. On a le fait que les miroirs ne sont pas parfaits et l'effet qu'il n'y a pas seulement les fluctuations du vide, mais aussi les fluctuations thermiques. Je représente le même facteur. Et vous voyez deux effets maintenant très nets. Aux courtes distances, le même effet qu'on avait avant. Là, ce qu'on voit, c'est que le miroir n'est pas parfaitement réfléchissant. Aux plus grandes distances, on voit les effets thermiques. Et là, à nouveau, c'est facile de comprendre pourquoi on voit les effets thermiques aux grandes distances. C'est parce que il y a beaucoup de photons thermiques à basse fréquence, évidemment. Voilà, jusque-là, ça se passe de façon qu'on aurait pu deviner avec des arguments très simples. Il y a un effet qui était complètement inattendu quand il a été découvert, c'est qu'il y a une énorme corrélation entre la présence de la dissipation et la température. Donc là, le même calcul, il est fait à nouveau pour le modèle plasma, en haut, et le modèle Drude en bas. Et vous voyez qu'à des distances importantes, c'est-à-dire quand l'effet de la température devient important, cet effet est complètement différent avec le modèle plasma et avec le modèle de Drude. On va jusqu'à un facteur 2 de différence aux grandes distances. Alors que gamma est un nombre petit, puisque évidemment la dissipation en valeur relative dans l'or, elle est petite. Gamma est très petit devant oméga p, 250 fois plus petit qu'oméga p. Bien que gamma soit très petit, il a un effet énorme sur les valeurs à température non nulle et à grande distance. Pour finir la théorie, dernière chose, l'effet de la géométrie plan-sphère. Donc habituellement, on utilise une méthode très simple. Comme la sphère, elle a un rayon très grand, on dit que c'est presque un plan, et on utilise une approximation qui s'appelle la Proximity Force Approximation en anglais, qui consiste à intégrer la pression dans la cavité ici sur les distances variées qui sont réalisées dans la cavité. Comme cette variation ici est petite, puisque la sphère est très très grande par rapport à la distance d'approche, on espère que cette méthode est valable. Et en fait, elle est valable, comme je vais vous le montrer tout de suite. Elle est assez valable. Une conséquence, c'est que le gradient de la force, donc vous dérivez cette formule et vous avez le fait que le gradient de la force dans la configuration plan-sphère est directement proportionnel à la pression entre deux plans. Donc c'est ça qui va être mesuré dans les expériences dont je vais vous parler après, et tout sera analysé en termes de pression entre deux plans, puisqu'il se trouve que c'est
c'est la même quantité dans cette approximation. En fait, depuis peu, on a calculé dans notre groupe les corrections à cette approximation, et on sait maintenant, quand on calcule le vrai gradient et qu'on le divise par cette approximation, il faut tenir compte de corrections qui varient comme le rapport d'aspect, la distance de plus courte approche sur la taille de la sphère. Ce qui pouvait également être attendu. L'approximation est donc bien retrouvée quand ce rapport est très petit, et la précision de l'approximation, maintenant, on la maîtrise par le fait qu'on connaît ces facteurs. On passe aux expériences. Alors, il y a une expérience dont je parle d'abord, qui est une expérience qui est faite à Purdue par l'équipe de Ricardo Deca. Donc, c'est un système de type micro-électromechanical system. Donc, c'est un résonateur micro-électromécanique qui est représenté ici avec une vue d'artiste. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Comme il manque le rouge, tout ce qui est en rouge, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois sur mon écran, ça m'aide beaucoup, mais vous ne le voyez pas. Donc ça, c'est un MEMS. C'est un oscillateur de torsion qui tourne autour de cet axe. Voilà ici une photo du même objet. La dimension de cette balançoire, c'est 500 microns, 3,5 microns, et ça tourne autour de cet axe de torsion. C'est contrôlé par des méthodes capacitives, et ça a donc une fréquence d'oscillation libre qui est très bien définie et qui varie quand on approche la sphère. Donc quand on approche la sphère de cette plaque qui est... Donc la sphère est couverte d'or, la plaque est couverte d'or. Quand on approche, on a la force de Casimir qui intervient, et la fréquence d'oscillation du résonateur est modifiée d'une façon qui est proportionnelle au gradient de la force de Casimir. Donc le shift de la résonance détermine le gradient de la force de Casimir, et c'est comme ça que que la mesure est faite. Voilà les résultats donc, tels qu'ils sont reportés par les auteurs de cette étude. Alors ce qu'il faut voir sur ce dessin, ça c'est une figure qui est tirée de leur article. J'agrandis pour qu'on voit. Donc ce qu'il faut voir là, c'est que ici vous avez les calculs de la théorie avec le modèle de Drude, donc le modèle auquel vous croyez, parce qu'évidemment le modèle de Drude est meilleur que le modèle plasma. Ici, vous avez les calculs avec le miroir plasma, le modèle plasma, et là les barres, c'est l'expérience. Et donc vous avez ce résultat très choquant que l'expérience préfère le modèle sans dissipation, alors que, bien entendu, l'or a une conductivité finie, et je vous ai attiré votre attention tout à l'heure sur le fait que cette formule, entre la conductivité et les paramètres de Drude, vous dit de façon évidente que gamma ne peut pas être zéro. Voilà, donc on a un problème. J'insiste aussi sur le fait que ce problème ne remet pas en cause l'ensemble de la théorie. L'écart est petit, c'est moins qu'une dizaine de %, mais c'est un écart qui est très significatif par rapport à la précision des mesures, et c'est aussi beaucoup plus grand que ce qu'on pense faire maintenant au niveau des effets systématiques dans l'expérience et dans les méthodes de calcul. Depuis le début de cette année, il y a une nouvelle expérience qui est faite avec une sphère beaucoup plus grosse. Comme la sphère est beaucoup plus grosse, on peut aller à des plus grandes distances. L'avantage, c'est que quand on fait ça, on va explorer des distances où l'effet thermique est plus grand. Donc cette expérience qui est faite à Yale, elle a vu pour la première fois l'effet thermique à grande distance, de façon non ambiguë, et elle trouve un résultat différent, puisqu'elle elle préfère la théorie déduite du modèle de Drude, mais il y a un mais, c'est qu'il faut d'abord soustraire une contribution assez importante de l'effet des patchs électrostatiques dont je vais vous parler dans la suite. Donc on a un problème, on a deux expériences, enfin il y en a plus que deux, j'en ai pris deux pour
caractériser simplement le débat, il y a d'autres expériences. On a deux types de résultats qui ne sont pas en accord avec les mêmes modèles. Alors voilà une autre représentation de la même différence. Là, c'est nous qui avons tracé cette figure. Donc on fait un delta P maintenant. Au lieu de représenter P, on représente ce qui reste, delta P, entre l'expérience et la théorie. L'expérience, c'est l'expérience de Bourdieu. Ce qui est représenté, c'est la pression de Casimir. La théorie, elle est faite avec le modèle de Drude, qui est celui auquel on croit. Ici, on a utilisé l'approximation PFA pour tous les calculs. Vous avez ici l'erreur en fonction de la distance. Là, on a un méga problème. On essaye de fitter des courbes de lois en puissance là-dessus, et ça marche très très bien. On a deux lois en puissance. Ce n'est pas une forme de Yukawa, mais c'est des lois en puissance. Et les lois en puissance sont les modèles donc préférés en ce moment de nouvelles forces. Bon, ça c'est l'observation. Ça doit nous inquiéter en tant que physiciens ayant envie de mettre ensemble dans la physique toutes les informations de toute la physique. Personne ne croit que ce soit la détection de nouvelles forces. Bon, on a un problème. Encore une fois, personne ne croit que ce soit la détection de nouvelles forces parce qu'il y a encore plein de problèmes à maîtriser. Ça peut être une difficulté dans les expériences, mais l'expérience de Bourdieu, il faut savoir qu'elle est maintenant en fonctionnement depuis 8 ans, qu'elle s'est améliorée sans arrêt, qu'elle a été démontée et remontée 2 fois, que les résultats sont consistants, qu'il y a une expérience à Riverside aujourd'hui qui dit la même chose, dans les mêmes échelles de distance. Donc bon, c'est évidemment toujours possible qu'il y ait des erreurs dans les expériences, ou dans la théorie, mais on finit par s'habituer aux résultats d'une expérience quand ça fait des années qu'en la répétant, on trouve les mêmes résultats. Alors il peut se passer plein de choses dans la théorie. On peut avoir un problème avec la méthode générale que j'ai exposée au début, ce qui serait évidemment très important parce que c'est quand même des méthodes de base de la théorie des champs quantiques. On peut avoir un problème avec le modèle de Drude. Il est évident pour tous les gens qui font de la matière condensée que le modèle de Drude n'est pas une très bonne description des métaux. Elle est certainement bien meilleure que le modèle plasma, parce que la dissipation dans l'or, c'est sûr qu'il y en a, mais ce n'est pas non plus la description parfaite d'un métal aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut faire beaucoup plus de la physique de la matière condensée pour rendre compte de ce problème. Il y a quelques personnes qui ont essayé, sans résultat très encourageant pour l'instant. Bon, il pourrait y avoir un problème avec la description de la géométrie plan-sphère. On pense que non, avec nos résultats, mais bon, c'est des choses qui restent en cours d'étude. Maintenant, il peut y avoir, évidemment, des choses qui ont été négligées dans l'analyse. Et il y a un gros candidat aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, c'est les patchs électrostatiques, qui sont vus dans l'expérience de Yale de façon absolument indiscutable. Ils sont vus, ils sont analysés, ils sont retranchés avant qu'on voit l'effet Casimir. Et dans l'expérience de Bourdieu, les gens qui ont analysé l'expérience de Bourdieu ont dit qu'il n'y avait pas d'effet des patchs. Je vais vous expliquer mieux. Et bon, il pourrait y avoir d'autres choses. La rugosité des surfaces doit jouer un rôle, en principe, à des distances beaucoup plus petites que ce qu'on est en train de regarder. Mais bon, il faudrait mettre tout ça dans l'analyse. Et il y a pas mal de gens qui travaillent aujourd'hui. Alors donc, dans la dernière partie, je vais me concentrer sur l'effet des patchs. Donc les patchs, c'est le fait que la surface des métaux n'est pas équipotentielle. Donc encore une fois, pour les étudiants, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte dans les cours de physique. La surface d'un vrai métal n'est pas une équipotentielle, parce que la surface d'un vrai métal non monocristallin, donc elle a plein de petits cristaux, et chacun correspond à une fonction d'extraction différente. Donc on a une espèce de rugosité du potentiel qui n'est pas la même chose que la rugosité
topographique, même si les spécialistes savent, et je vais vous montrer qu'il peut y avoir des relations dans certains cas. Et puis ces surfaces, elles ne sont pas parfaitement propres. Il y a des effets de contamination. Donc ces effets de patch, en fait, ils jouent un rôle dans pratiquement toutes les expériences de physique qui font des mesures précises. Donc ça fait partie des effets dont les gens n'osent pas trop vous parler parce que ça fait pas trop physique fondamentale, mais en fait, il y a plein de gens qui ont rencontré ces problèmes quand ils faisaient de la physique fondamentale, dès qu'ils faisaient des mesures précises. Parce que dès que vous avez une surface métallique et que vous avez des choses qui approchent de cette surface métallique, vous avez des patchs. Donc vous avez, dans ce papier, là, vous avez un très grand nombre de références sur des expériences qui ne sont pas arrivées à faire ce qu'elles voulaient parce qu'il y avait des effets des patchs. Et on sait aussi depuis des années, depuis un papier de Spiek et Trankel, que c'est une source d'inquiétude pour les expériences de Casimir. Alors, les patchs, c'est le fait donc que le potentiel à la surface idéale de votre sphère n'est pas constant. Il y a des fluctuations du potentiel à la surface. Vous pouvez représenter ça par une fonction de corrélation ou par le spectre, qui est la transformée de Fourier de cette fonction de corrélation. Et quand vous avez ce spectre, vous résolvez l'équation de Poisson, électrostatique, et vous calculez la pression entre deux plans avec cette formule, donc qui est juste la solution de l'équation de Poisson pour une variation de potentiel qui a comme vecteur d'onde de petit k à la surface. Voilà, donc ça c'est connu, c'est simple. Le problème, c'est que ces spectres n'ont pas encore été mesurés. Donc depuis qu'on a attiré l'attention des gens sur le fait que c'était peut-être ça l'explication, il semble que des mesures sont en train de se faire, mais elles n'étaient pas encore faites en début d'après-midi, je vous promets. Et la plupart des analyses utilisent un modèle extrêmement simple, une caricature. J'ai écrit une représentation très pauvre, mais c'est une vraie caricature, où vous avez des fluctuations un spectre de patch entre deux cutoffs, un cutoff minimum, un cutoff maximum. Évidemment, c'est très simple comme caractérisation. Malheureusement, c'est complètement faux. Donc, on a proposé récemment de prendre ce problème au sérieux, le problème des patchs. Donc ça, c'est des images que les gens de matière condensée dans la salle connaissent beaucoup mieux que moi, j'imagine. C'est des images qui ont été prises par des équipes à Grenoble. Ça, c'est une surface très, 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 très propre. Donc c'est la physique des surfaces dans les conditions de la physique des surfaces. Et là, vous avez la topographie, qui est mesurée par un AFM. Là, vous avez ces effets de patch, c'est-à-dire le fait que les potentiels varient de point en point. Donc ça, c'est mesuré par des Kelvin Probe microscope, Kelvin Probe Force microscope. Donc c'est un appareil qui mesure directement le potentiel à la surface. Directement. Je ne l'ai pas dit. Qui mesure. Et ça, c'est des expériences de diffraction qui montrent aussi les différents plans d'orientation cristallographique des microcristaux qui forment la surface. Voilà, donc ça, c'est pour dire que ce genre de physique est évidemment connu par les spécialistes. Si vous voulez modéliser ça, on a essayé de construire un modèle assez simple où vous dessinez des modèles, des patchs, c'est-à-dire des morceaux sur votre surface, en tirant au hasard un certain nombre de choses, et vous essayez de faire un tirage au hasard qui représente plus ou moins ce qu'on sait correspondre à la réalité. Et ensuite, vous mettez des potentiels au hasard sur chacun de ces patchs. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne description des surfaces propres. Ça produit un spectre qu'on calcule à partir de là, qui n'est pas du tout celui qui a été utilisé dans les modèles d'analyse. En particulier, il n'y a pas de cut-off au petit vecteur d'onde, et c'est ça qui va faire, c'est la raison qualitative qui va expliquer toutes les différences que je vais vous expliquer dans la suite. Donc ça produit un spectre qui est tout à fait différent de celui que les gens avaient mis dans leur modèle.
Et une chose qui est très importante, c'est que des idées très voisines ont été utilisées pour expliquer l'effet des patchs sur la durée de vie dans des trappes à ions. Donc là, vous avez un papier du labo de Paris 7 qui a travaillé sur ces questions avec un modèle assez voisin du nôtre, un spectre assez voisin du nôtre, et qui a trouvé que son spectre expliquait bien les observations, alors que les autres spectres ne les expliquaient pas du tout. Alors ça, c'est le résultat. Alors attention, là il y a trois courbes, je vais vous les expliquer l'une après l'autre. Ça, c'est ce que vous trouvez quand vous faites ce qui avait été fait avant. C'est tout petit, c'est dans le coin là. Donc vous prenez le modèle qu'on appelle Sharp Cutoff, donc où ils ont mis un cutoff à la main avec les paramètres qu'ils ont déduits de la connaissance d'une surface d'or polycristalline. Donc effectivement, par rapport au noir, la ligne noire, c'est les résidus qu'il faut expliquer. La ligne rouge, ben, c'est beaucoup plus petit, donc c'est ce qu'ils ont dit. Ça ne marche pas, ça n'explique pas. La ligne bleue, c'est la grosse catastrophe. Vous faites la même chose, mais avec le bon modèle. Et là, vous trouvez que la pression liée au patch, elle est beaucoup trop grande. Ça, c'est pas de bol. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, et vous trouvez qu'avec les mêmes paramètres qu'ils avaient eux, vous trouvez que vous avez trop de pression des patchs. Alors la courbe verte, bon, ben, c'est facile, c'est quand même embêtant d'avoir un effet trop grand, donc on se demande si par hasard il n'y a pas un modèle entre les deux, entre le rouge et le bleu, qui explique les données. Donc on fait juste un best fit sur ces deux paramètres qu'on a ici dans le modèle, c'est-à-dire la dispersion des tensions, des potentiels sur les patchs et la taille maximale des patchs, qui sont les deux paramètres importants. Et en faisant ça, on trouve la courbe verte qui correspond pas si mal avec un modèle qui n'a pas été trafiqué pour être en accord. On a juste pris le modèle correspondant à l'idée que je vous ai expliquée tout à l'heure. On a fait un best fit sur les deux paramètres de ce modèle. On a trouvé ces valeurs ici qui sont très différentes de celles-là, mais qui expliquent bien la différence. Voilà, ben je suis arrivé à la fin. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. Est-ce que la différence qu'on observe entre la théorie et l'expérience peut être due au patch électrostatique? Alors, une première réponse que je viens de vous montrer, c'est qu'on peut expliquer cette différence avec un modèle de patch. Les paramètres qu'on obtient ne sont pas compatibles avec une identification des patchs comme les microcristaux. Mais ça, en fait, bon, à part les gens qui ont fait l'expérience, personne ne pensait que ça soit ça la réalité, parce qu'évidemment, la réalité, c'est que les surfaces qu'ils utilisent dans des conditions qui ne sont pas du bon vide et de température ambiante, évidemment, c'est des surfaces qui sont hyper contaminées, donc on ne s'attend pas à voir les microcristaux. Par contre, on s'attend à voir de la contamination, et on sait, par des analyses qui ont déjà été faites, que la contamination des surfaces métalliques augmente la taille des patchs et diminue la dispersion des potentiels. Donc ce qu'on observe est compatible avec ça. Mais évidemment, pour l'instant, ce n'est pas une preuve, c'est juste une explication possible qui rassurerait quand même tout le monde sur le fait qu'on a une compréhension du phénomène. Mais ce qu'on a, c'est juste un fit, il faut le reconnaître. C'est vrai. La solution évidente, c'est de mesurer les patchs. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est en cours depuis que notre papier est sorti. Une autre solution, j'en ai parlé aussi, c'est qu'on a d'autres informations sur les patchs qui viennent de tout un tas d'autres expériences. Par exemple, les expériences dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les trappes à ions. Il y a aussi des expériences avec des atomes froids, des trappes à atomes froids qui sont sensibles à ces effets de patch. Donc une autre solution, c'est de comparer les informations qu'on a ici avec les informations
qui viennent de ces autres domaines de la physique. Voilà, merci.